Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième événement, troisième événement, pardon, de la deuxième édition des rendez-vous Gérin-Lajoie, organisé par l'Institut d'études internationales de Montréal. Je me présente, François Audet. Je suis directeur donc de l'IEIM et professeur à l'École des sciences de la gestion. Évidemment, cette édition est complètement virtuelle pour des raisons assez évidentes, mais ça ne change pas rien au fait que nous avons actuellement 84-85 participants donc dans la salle virtuelle. On est extrêmement content de vous avoir parmi nous en aussi grand nombre pour cette conversation qui va toucher un sujet et un coin du monde qu'on n'entend pas suffisamment parler dans les grands médias, et particulièrement ces dernières semaines avec les élections américaines qui ont pris fin. Enfin, on peut avoir l'opportunité de tourner la page et de pouvoir donc approfondir des contextes qui ont été frappés aussi par la pandémie, des contextes qui ont évidemment aussi vécu des transformations extrêmement importantes ces derniers mois, ces dernières années. Alors, nous avons la chance d'avoir pour ce webinaire des experts des unités membres donc, de l'IEIM, du Centre Franco-Paix de la chaire Raoul Dandurand notamment, de la chaire de recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest, de la chaire UNESCO de développement curriculaire, ainsi que du CECI, donc du Centre d'études et de coopération internationale, une organisation qui est partenaire de l'IEIM depuis plusieurs années. Cet événement, donc les rendez-vous Gérin-Lajoie, sont rendus possibles grâce au précieux soutien du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Alors, je vous invite à prendre quelques minutes pour écouter l'allocution de Mme Hélène Drainville, sous-ministre adjointe aux Relations Afrique, Francophonie et Affaires multilatérales du MRIF. Donc, on écoute Mme Drainville dans une vidéo préenregistrée. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de prendre la parole en ouverture de cette table ronde qui porte sur un enjeu important pour l'avenir de nos partenaires du Sahel. Le gouvernement du Québec est fier partenaire de l'Institut d'études internationales et de cette deuxième édition des rendez-vous Gérin-Lajoie, un événement qui vise à rapprocher les milieux politiques de la recherche et de la pratique en relations internationales. J'aimerais souligner que la ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Mme Nadine Giraud, avait participé à la première édition l'an dernier. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous transmettre en son nom ses salutations. L'édition de cette année vise à projeter le Québec dans l'avenir et dans un monde en transformation aux prises avec la pandémie. Le Sahel est une région importante dans les relations Québec-Afrique et vous pouvez compter sur nous pour travailler à renforcer notre engagement dans cette région. D'ailleurs, la délégation générale du Québec à Dakar est active sur le terrain pour accompagner l'action de nos organismes de coopération internationale, nos OCI, au Sahel. La pandémie actuelle illustre bien l'interdépendance des États et le caractère essentiel de la solidarité avec nos partenaires africains pour traverser la crise et bâtir ensemble notre avenir. Avant la pandémie, la situation sécuritaire s'est compliquée dans la région du Sahel ces dernières années en raison de l'action de groupes extrémistes. Certains pays ont tout de même connu d'importants progrès, consolidant leur démocratie et la bonne gouvernance, un atout incontournable pour se développer. Le Québec a contribué à les accompagner, notamment par la participation de l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, et de ses institutions au sein des réseaux francophones. En matière de sécurité, ajoutons que la Sûreté du Québec participe au volet policier de la contribution canadienne à la mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Plus encore, depuis 2015, plusieurs pays de la zone ont connu une croissance atteignant même 10 % grâce notamment aux plans nationaux d'émergence. Ceux-ci ont permis une importante progression des objectifs de développement durable et de la mise en place progressive d'une couverture médicale de base. Ces plans priorisent le renforcement de la formation professionnelle et technique, le développement de l'agriculture et du secteur des ressources naturelles. Ce sont quelques exemples de coopération privilégiée pour le partage d'expertise québécoise avec nos partenaires.
Depuis la pandémie, les répercussions sont importantes. Il faut bien l'admettre, cela est venu un peu modifier la donne. Les pays du Sahel ont su rapidement réagir pour prévenir la contagion et limiter les répercussions sociales et économiques. La catastrophe sanitaire anticipée ne s'est fort heureusement pas avérée, mais la bataille n'est pas encore gagnée. Néanmoins, la pandémie a entraîné la chute des cours des matières premières, entraînant une certaine précarité, de l'insécurité alimentaire et freinant, dans certains cas, la scolarisation. Si la Banque africaine de développement évoque une contraction de 3,4 % du PIB cette année, la bonne nouvelle, c'est qu'elle anticipe pour l'an prochain une croissance moyenne de 3 %. Il y a donc de l'espoir pour l'avenir des efforts économiques et d'inclusion sociale au Sahel. Maintenant, parlons un peu de l'engagement du Québec en solidarité. Comme vous le savez, le Québec œuvre depuis longtemps à bâtir un monde plus juste et l'Afrique francophone fait partie de ces régions prioritaires. Pour nos programmes, nous avons soutenu et continuons d'appuyer plusieurs projets au Sahel, en particulier au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal et au Niger. Ceux-ci visent à établir des partenariats mutuellement gagnants entre les organismes de coopération internationale et leurs partenaires locaux qui déterminent les besoins. Une quarantaine sont actifs au Sahel. Ces projets concernent notamment la sécurité alimentaire, les droits de la personne et la lutte contre la pauvreté, des enjeux importants pour la région du Sahel. À titre d'exemple, au Mali, nous soutenons un projet d'appui à l'entrepreneuriat agricole des femmes et des jeunes. Sur le plan humanitaire, au Niger, nous avons financé un appui aux familles des victimes de l'insécurité découlant des attaques de groupes armés et de l'insécurité alimentaire. La pandémie nous a amenés à faire preuve d'agilité et de flexibilité. D'ailleurs, afin de mieux répondre aux besoins de nos partenaires, nous avons assoupli certaines normes de nos programmes. Nous avons également élaboré un plan de soutien aux organismes de coopération internationale avec deux objectifs. Le premier, procurer un appui institutionnel aux OCI et à leurs partenaires du Sud pour traverser la crise de la COVID-19. Deuxièmement, lutter contre cette pandémie et ses effets dans les pays du Sud. La ministre Giraud annoncera également prochainement les projets soutenus dont plusieurs visent nos partenaires ouest-africains. Par ailleurs, je souhaite souligner la pertinence du projet PrepLine pour lequel le ministère de la Santé collabore avec l'Organisation internationale des migrants en Guinée, dont l'objectif est de renforcer les capacités de réponse aux urgences touchant aux épidémies de toutes sortes. Le Québec s'investit aussi au sein de la francophonie institutionnelle depuis maintenant 50 ans. Nous sommes membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie et nous contribuons, par exemple, aux programmes qui viennent renforcer les capacités et la bonne gouvernance de ses partenaires du Sud. À travers les programmes de l'OIF, nous offrons notre expertise, un appui financier et accompagnons pour une meilleure gouvernance au sein de tous ces réseaux-là institutionnels. Nous soutenons également des programmes pour renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que pour encourager l'autonomisation des jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir que le Québec entretient aussi des liens diplomatiques directs avec l'ensemble des pays francophones de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le Québec demeure solidaire de ses partenaires africains et croit au potentiel économique et au développement inclusif de ce continent. Voilà pourquoi il a ouvert une délégation générale à Dakar ainsi que 2 bureaux à Abidjan et à Rabat. Le Québec souhaite développer une véritable passerelle multisectorielle de partenariat avec l'Afrique. La ministre Giraud dévoilera d'ailleurs prochainement la stratégie de positionnement du Québec en Afrique qui repose sur 5 piliers: l'économie, l'éducation, la culture, la solidarité et le renforcement des capacités institutionnelles. Par ces quelques exemples, le Québec souhaite rappeler que nous sommes engagés à vos côtés pour travailler à la prospérité et au progrès de cette belle région qu'est le Sahel. Je vous souhaite des discussions enrichissantes et je vous remercie de votre attention. Bonne journée.
Alors, on remercie donc Madame Drainville, sous-ministre adjointe aux relations Afrique, francophonie et affaires multilatérales du ministère des Relations internationales de la francophonie du Québec pour son allocution. Donc, je rappelle également qu'elle représentait la ministre Nadine Giraud. Évidemment, on remercie le gouvernement du Québec à travers le ministère des Relations internationales pour leur soutien dans la réalisation des rendez-vous Gérin-Lajoie. Et avant de laisser la parole à l'animateur du jour, je voudrais quand même aussi souligner le soutien, évidemment, de nos partenaires pour la réalisation des rendez-vous Gérin-Lajoie, notamment, évidemment, l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, la Faculté de sciences politiques et droits de l'UQAM, ainsi que le CORIM, donc le Conseil des relations internationales de Montréal. Alors, je salue également les autres invités, les autres, la salle qui s'est bien remplie. On est rendu à plus de 100 participants maintenant. Donc, je salue et souhaite la bienvenue à tout le monde. Et je vais maintenant passer la parole à notre animateur pour le panel de ce midi. Alors, mon collègue, donc Destiny Chewali, qui est professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Il est également membre de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement, d'ailleurs auquel est rattaché l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique Horizon, dont il en est d'ailleurs le directeur. Alors, Destiny et chers panélistes, vous pouvez maintenant ouvrir vos caméras. Je vous souhaite un excellent webinaire, une excellente conversation et on se retrouve pour la conclusion et le mot de la fin. Merci et bonne conversation, Destiny. Merci François pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Nous attendons que les différents panélistes allument bien leur caméra. Voilà. Et donc, je tiens tout d'abord à féliciter François Audet et toute l'équipe de l'IEM d'avoir su adapter dans un format virtuel l'organisation de ces rendez-vous Gérin-Lajoie de manière aussi efficace et réussie. Nous sommes très heureux que, malgré la crise sanitaire mondiale que nous vivons, que l'IEM puisse continuer à nourrir le débat public en permettant à ses membres de dialoguer, de partager leurs expertises et expériences diverses dans une perspective interdisciplinaire sur des enjeux, des sujets aussi importants que ceux dont nous allons discuter aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de me retrouver aussi bien entouré de par nos prestigieux conférenciers et conférencières que je vais vous présenter tout à l'heure. Et nous sommes là pour dresser un portrait actualisé des enjeux humains, économiques, éducatifs et sécuritaires qui caractérisent la région du Sahel. Une région que je connais d'ailleurs bien pour l'avoir pratiquée entre 2008 et 2010 à l'occasion de multiples missions de terrain réalisées dans le cadre de projets de coopération décentralisée dans le domaine de la lutte contre la fracture numérique au Burkina Faso, au Nord Mali et en Mauritanie. L'événement sera ponctué par deux séquences importantes. Premièrement, nous aurons d'abord un premier tour de parole au cours duquel chaque expert va nous présenter très brièvement, en 5 minutes à peu près, l'angle principal de ses recherches, de ses actions et interventions actuelles dans la région du Sahel. Ensuite, nous aurons un deuxième tour de parole qui sera consacré à une discussion entre les panélistes ainsi que on va dire un échange sur vraiment les projets, les stratégies de développement qui impliquent les organismes québécois et les partenaires terrain dans les pays de la région sahélienne. Un petit mot rapide en guise de mise en contexte introductive. Quand on parle du Sahel, géographiquement, c'est un vaste territoire qui compte une population de près de 100 millions d'habitants, qui couvre principalement 5 pays, réunis au sein de ce qu'on appelle le G5 Sahel, donc le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. C'est une région parmi les plus défavorisées au monde. Et la situation actuelle au Sahel est des plus dramatiques, elle n'a jamais été aussi inquiétante. Et récemment, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, soulignait que la crise sahélienne est une menace pour nous tous et que nous devons renverser cette spirale destructrice en donnant un nouvel élan à la paix et à la réconciliation dans cette région. Quelques chiffres et faits marquants qu'on peut souligner avant d'introduire nos panélistes. Le territoire est en proie à ce que je qualifie d'instabilité quasi permanente, car confronté vraiment à de multiples difficultés, de multiples défis, pour en nommer quelques-uns, la progression du terrorisme, du crime organisé, en particulier aussi les violences djihadistes mêlées à des conflits intercommunautaires qui ont fait plus de 4000 morts l'année dernière. C'est comparé en 2016, c'était 770 décès qu'on dénombrait en 2016.
Aujourd'hui, vous avez certainement récemment entendu parler aussi dans les médias. Chaque jour, on a toujours des attaques. Récemment, au Niger, l'ONG Acted avec des différents employés, des ressortissants nigériens et français qui ont été tués par des hommes armés lors d'une excursion touristique. On a aussi tout le problème de la sécurité alimentaire que soulignait d'ailleurs tantôt Mme Drainville dans son allocution. On a la situation humanitaire qui devient très critique avec des milliers de déplacés dans la région, des enjeux liés au changement climatique, bien évidemment, des enjeux aussi liés à la question de l'éducation, plein d'écoles fermées, notamment avec aussi les effets de la pandémie. Et la famine, les déficits de gouvernance, donc le coup d'État au Mali, pour ne citer que cet exemple-là, le recul des différents acquis démocratiques et les impacts socio-économiques que cela peut avoir. Donc vous imaginez, chers publics et chers conférenciers, que face à ces défis, la réponse doit être à la fois politique, militaire, sécuritaire, mais aussi éducative et humanitaire. Et donc sans plus tarder, je vais introduire notre premier conférencier, en la personne de M. Bruno Charbonneau. M. Charbonneau est professeur agrégé en études internationales et directeur du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise, le CRITIC, au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est aussi directeur du Centre franco-paix en résolution de conflits et mission de la paix de la chaire Raoul d'Endurant à l'UQAM. Et ses travaux portent sur les interventions internationales dans les conflits armés. Donc, M. Charbonneau, à vous la parole. Merci, Destiny. Merci à François et l'IEIM d'avoir organisé l'événement aujourd'hui, de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Disons, si je commence parce que nous, effectivement, nous avons fait au Centre franco-paix, on travaille sur le Sahel, le Mali depuis plusieurs années. On a notamment concentré nos efforts de 2016 à 2019 sur un projet qui s'appelait Stabiliser le Mali, qui avait été financé par l'Affaires mondiale Canada et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Eh bien, nous, on parle du Sahel, évidemment, surtout d'un aspect, disons, à partir, disons, des événements qui se sont produits au Mali. Et comme vous l'avez bien dit en introduction, si on parle du Sahel, on parle d'une région historique, bien évidemment, mais qui est définie souvent politiquement ou de manière certainement imprécise. On peut le définir comme étant celui du G5 Sahel. Tout le monde, cependant, a sa définition du Sahel. Je crois qu'il y avait quelques, justement, institutions de recherche qui ont identifié 17, certains 17, d'autres jusqu'à 23 stratégies du Sahel et chacune stratégie définissait le Sahel d'une manière différente. Mais je dirais que peu importe votre définition ou votre compréhension du Sahel, celle-ci ou la définition du Sahel, et je pense que la définition qui se limite au G5 est l'exemple précis du fait ou de la manière significative que la situation au Mali depuis 2012 a affecté et changé et transformé la façon dont on parle du Sahel. Et selon moi, bien que, disons, une certaine sécurisation de la région ait commencé avant 2012, il est bien évident qu'elle a été discutée, elle est de plus en plus discutée, cette situation, selon des paramètres et des fondements sécuritaires et militaires. Même lorsqu'on parle de questions climatiques, par exemple, de questions de développement, on lie toujours ça à la question de la stabilisation de la sécurité. Et certainement, depuis 2013, je pense qu'il ne fait aucun doute qu'il y a un engagement militaire international très, très, très important au Sahel, qui a commencé évidemment avec l'intervention française à Serval en janvier 2013, qui s'est transformée en une intervention régionale sur les pays du G5 Sahel en 2014, opération Barkhane. C'est ensuite l'engagement de l'ONU, la MINUSMA au Mali. On a eu la création justement de l'organisation du G5, de la force du G5. Et là, maintenant, on a même l'Union européenne qui est en train de réviser sa stratégie Sahel et qui semble se diriger vers ce que je dirais un renforcement de sa contribution militaire, encore une fois, qui est toujours accompagné d'un penchant développement, mais qui vient avec des troupes notamment spéciales, la force Takuba. Et maintenant, on parle de redéployer les forces de formation de l'ONU, de l'Union européenne avec les forces armées maliennes.
Donc, si, disons très rapidement, parce que je vois que le temps s'écoule rapidement, sur le coup d'État, par exemple, je pense que le coup d'État au Mali que vous avez mentionné est important pour remettre en question certains postulats de l'approche, notamment internationale au Sahel et au Mali en particulier. La réponse, disons, courte serait de dire que tout devrait être remis en question parce qu'en 2020, aujourd'hui, on constate que l'approche internationale au Mali n'a tout simplement pas fonctionné, même qu'on pourrait dire qu'elle a contribué à ce que le conflit au Mali s'étende dans les pays voisins, notamment au Burkina Faso. Donc, une approche qui se dit globale, mais qui s'est concentrée beaucoup sur les exercices ou les actions contre-terroristes et le renforcement des capacités policières et militaires, des formations militaires des pays de la région notamment. Donc, c'est un coup d'État qui a été bien embarrassant pour l'ONU, la France, leur partenaire, qui s'était donné pour mission de stabiliser le pays, restaurer l'autorité de l'État, mais le coup d'État, selon moi, évidemment, est un échec ou renvoie à un échec quasi total de cette approche de la gestion du conflit. Au niveau du Mali, certes, mais je dirais avec des impacts régionaux également importants qu'il faut souligner. Ce qu'on peut constater aussi très rapidement, et je conclurai avec ça, c'est la réaction en fait au coup d'État. Un coup d'État qui est un peu passé sous silence, et ce que je m'explique par ça, c'est qu'on n'a pas montré beaucoup d'intérêt, pardon, d'inquiétude par rapport à l'avenir démocratique du Mali, sauf pour appeler au maintien de l'ordre constitutionnel et déclarer son attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne, à l'exception peut-être de la CEDEAO, qui, pour un très court moment, a demandé le retour de IBK au pouvoir. On a rapidement passé à autre chose. On a parlé de transition politique. On parle encore de transition politique qui est loin d'être assurée, mais bon, on en discutera certainement en détail tout à l'heure. Mais si on regarde, par exemple, la position justement française et européenne, on a rapidement passé à autre chose en disant ce qui compte, c'est qu'on puisse poursuivre les opérations contre-terroristes. Donc, il y a toujours, disons, une tension entre un agenda qui veut se concentrer sur l'effort contre-terroriste et tout le reste. Donc, à quel niveau le coup d'État renverse cette situation ou repose la question, à savoir quels sont les effets d'une approche sécuritaire et militarisée au Sahel et au Mali en particulier, et quels sont les impacts que cet agenda et cet engagement militaire-là a sur les questions du futur de la démocratie au Mali, des projets de développement. On parle de plus en plus aussi de sécurité climatique. Je pense que c'est une question qui est souvent, du moins au niveau international, dans les institutions où je regarde, les gouvernements engagés au Mali, une question qu'on n'ose pas poser ou du moins qu'on remet au lendemain, toujours au lendemain. Et j'espère bien qu'ici, on pourra avoir ou poursuivre cette discussion. Merci. Merci, M. Charbonneau. Effectivement, très édifiant comme intervention et ça met un peu la table hein, sur l'hypothèse notamment que le développement ne peut se faire sans un contexte très sécuritaire. Et on va reparler justement de ces stratégies d'intervention, y compris militaires, dans la région. Un temps, je vous ai perdu au beau milieu Enfin, vous m'avez perdu puisque j'ai été déconnecté et la preuve que ce n'est pas que dans la région du Sahel ou en Afrique qu'on a encore des problèmes des fois de débit ou de connectivité. Mais tout va bien, je suis à nouveau avec vous et on pourra continuer ce beau panel. Alors, je vais passer la parole maintenant à notre prochain intervenant, M. Zakaria Soré, qui est titulaire d'un doctorat de sociologie depuis janvier 2015 et enseignant-chercheur, maître assistant au département de sociologie de l'Université Joseph Kizerbo au Burkina Faso. Il est aussi chercheur associé de la chaire de recherche de l'UQAM sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest, la chaire ICAO de l'UQAM, et postdoctorant dans le programme pilote African Postgraduate Academy, Papa Fellow, à Point Sud, donc au Bamako, au Mali. Donc, on a envie de vous entendre un peu plus, Monsieur Soré, sur justement vos intérêts de recherche pour cette région du Sahel. À vous la parole. Merci bien, Destiny, si de me donner la parole. Effectivement, moi, depuis quelque temps, je travaille sur les questions de sécurité au Burkina Faso, surtout dans le domaine de la coproduction de la sécurité produite par les populations en collaboration avec
les forces officielles de défense et de sécurité. En rappel, il faut dire que les groupes donc, de producteurs de la sécurité sur lesquels je travaille, appelés les COLEO, ce sont des groupes qui ont été rendus beaucoup plus visibles à partir de 2014 face donc à un problème de sécurité, d'insécurité montant. La montée donc de l'insécurité est face à la considération que les populations avaient vis-à-vis de l'État, soit que l'État est de mauvaise foi et n'agit pas correctement dans la production de la sécurité, ou que l'État soit faible et qu'il n'arrive pas à imposer la sécurité, les populations décident donc elles-mêmes de s'organiser et de défendre les territoires. Donc, en ce moment, il a été réactivé donc un groupe qui existait, mais qui était dans une certaine somnolence parce que l'État avait justement donc réussi à assurer la sécurité pour tous. Donc, à partir de 2014, ces groupes donc commencent à monter. Et ces groupes commencent à monter avec un mode opératoire unique qui fait appel donc à des interventions spéciales et à des interrogations spéciales. Et pour cela, ces groupes-là sont critiqués parce que d'aucuns pensent qu'ils ne respectent pas la dignité et les droits de l'homme. Donc, à ce moment, il se crée une sorte donc, de distance entre ces groupes d'autodéfense, dont l'intervention dans le domaine de la sécurité est beaucoup saluée par les populations. Ces groupes qui jouissent donc d'une certaine reconnaissance et d'une certaine renommée au sein des populations, qui arrivent justement donc à avoir de bonnes collaborations avec les services officiels de l'État, parce que les services officiels de l'État trouvent que le mode opératoire de ces groupes n'est pas donc légal. Donc, il s'est produit depuis 2014, 2015, 2016, peut-être jusqu'en fin 2019, une sorte de relation de distance entre les forces officielles de sécurité et ces groupes d'autodéfense. Mais chacun continue donc de faire son travail de production de la sécurité à son niveau. Donc, les COLEO ont continué donc de s'organiser dans des villages, de défendre les territoires, mais ils continuaient d'être vus comme des illégitimes, comme des illégaux par les services donc, officiels de l'État. Jusqu'en fin 2019, il se produit donc une attaque contre un convoi civil à l'est du Burkina qui fait beaucoup donc, de victimes civiles et qui amène donc l'État à revoir son rapport, sa relation avec ces groupes d'autodéfense. Donc, à partir donc, de janvier 2020, l'État décide donc de voter une loi qui permettra non seulement d'associer donc ces producteurs locaux de sécurité, mais aussi une loi qui permettra donc de pouvoir les encadrer. À partir de 2020, cette loi est votée et officiellement les COLEO donnent donc ce qu'on appelle les volontaires de la défense de la patrie. Et une grande partie des volontaires de la défense des patries sont recrutés donc au sein des COLEO qui deviennent officiellement des partenaires de l'État en matière donc de production. Donc aujourd'hui, il y a donc une sorte de tandem entre donc ces groupes de vigilantisme composés donc en grande partie de COLEO et de DOSO et l'État à travers l'armée et la police et la gendarmerie qui produisent ensemble donc la sécurité au profit des populations. Et à un moment donné, pour faciliter donc cette coproduction de la sécurité, l'État a dit donc à travers ses services techniques laisser de côté une partie donc de sa fierté républicaine. Parce que pendant longtemps, on a accusé ces groupes-là de ne pas accepter d'intervenir dans le cadre de l'État républicain. Donc, l'État a dit donc laisser tomber cette fierté et aller vers donc ces groupes d'autodéfense. Donc, comme je le disais, le caractère opérationnel de l'intervention est salué parce qu'ils sont arrivés donc non seulement à diminuer les actes de vandalisme, les actes de grand banditisme, mais aussi en matière de lutte contre le terrorisme, ils commencent à se placer comme des acteurs importants. Donc, en 2020, la relation change
Officiellement, à partir donc de janvier 2020, date à laquelle une loi a été votée à l'Assemblée nationale, une loi portant les volontaires donc, de la défense de la patrie. Officiellement, l'armée, la police et la gendarmerie collaborent avec ces groupes, mais la collaboration est beaucoup plus portée donc, par l'armée parce qu'il s'agit donc d'une question de défense, beaucoup plus une question de défense qu'une question donc, de sécurité. Donc, dans les zones soumises donc, aux attaques récurrentes, vous allez voir qu'il y a une sorte de tandem aujourd'hui entre donc, ces deux forces-là qui arrivent à se répartir les tâches. Et c'est là que la collaboration devient intéressante parce que l'armée officiellement reconnaît qu'il est difficile dans certaines zones de faire sans ces groupes d'autodéfense. Donc l'armée accepte partager donc un certain nombre de rôles avec eux. Vous avez donc aujourd'hui des patrouilles communes qui se font entre l'armée et les volontaires donc, de défense de la patrie. Mais je voulais faire un petit recul pour souligner que ce qui est appelé volontaires de défense de la patrie, ce sont des éléments recrutés officiellement donc, dans les groupes d'autodéfense parce que c'est eux qui sont disposés et qui sont prêts à défendre leur territoire. Donc aujourd'hui, ils se partagent les tâches de sécurisation. Le plus souvent dans les patrouilles communes, ce sont ces éléments-là qui sont en avant. Ils sont en avant parce qu'ils ont une sorte d'avantage que l'armée n'en a pas. Et cet avantage, c'est la maîtrise du terrain. Ils maîtrisent le terrain parce que le plus souvent, ce sont des gens du terroir, ce sont des gens qui connaissent toutes les pistes qui mènent aux différentes forêts. Ce sont des gens qui connaissent les zones dangereuses. Donc, aujourd'hui, ils sont devenus donc acteurs centraux. Premier point donc de collaboration, ce sont les patrouilles communes. Deuxième point Monsieur de Soré, oui. vous essayez de rapidement résumer finalement l'autre point et on aura l'occasion de revenir ensuite en détail sur le rôle de ces forces d'autodéfense-là. Donc, essayez de résumer directement pour qu'on puisse passer à notre prochain intervenant. Merci. Comme on vous avait perdu, je croyais que vous m'aviez oublié. Mais ça... donc, justement, j'allais terminer en disant qu'aujourd'hui, donc, il y a une sorte de division des tâches en matière de production de la sécurité entre l'armée et les groupes d'autodéfense qui ont intégré officiellement donc, le dispositif de production de la sécurité. Donc, on aura le temps donc, de venir en détail sur les différents actes portés par chacun donc, de ces acteurs. Excellent. Merci beaucoup pour cet éclairage. Très intéressant, effectivement, de voir un peu le rôle joué par les milices et les forces d'autodéfense dans cette région et la collaboration avec les populations et éventuellement les ambiguïtés par rapport à la position de l'armée aussi officielle. En transition et sans plus tarder, on va passer la parole à Madame Marie-Nathalie Leblanc, qui est anthropologue et professeure au département de sociologie de l'UQAM. Et aussi donc, titulaire de la chaire de recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest. Et elle a eu plusieurs publications qui traitent justement des transformations religieuses en Afrique de l'Ouest, de la société civile, de la jeunesse et des femmes. Présentement, elle dirige un projet de recherche d'ailleurs intitulé « Que sont devenus les marabouts? Trajectoires occultes et changements sociaux en Afrique de l'Ouest ». Madame Marie-Nathalie Leblanc, à vous la parole. D'accord, merci beaucoup de l'introduction. Je voudrais aussi en profiter pour remercier l'IEIM d'avoir organisé cette table ronde qui en fait permet à différentes unités de recherche de l'UQAM et d'acteurs à l'extérieur de l'UQAM de dialoguer, ce qui est une occasion qu'on n'a pas souvent. Donc, comme l'a dit notre présentateur, je dirige la chaire de recherche ICAO qui centre ses travaux surtout sur les dynamiques contemporaines de la religiosité islamique en Afrique de l'Ouest. Donc, mes propos concernent le Sahel, mais s'étendent aussi à la région plus générale ou plus large de l'Afrique de l'Ouest. Et le thème central de mon intervention porte surtout sur la religiosité des musulmanes dans cette région qui réagissent, luttent ou militent par le biais de l'islam. Donc, la notion, juste pour définir un peu cette notion de religiosité qui a été définie notamment par Olivier Roy comme une manière dont les croyants vivent leur religion. Donc, en fait, qui se rapporte principalement à la religion vécue et la religion vécue dans un contexte de quotidienneté
qui souvent va être approché dans une perspective ethnographique. Donc, ce que je voudrais faire ici, c'est proposer quelques pistes pour interroger les manières dont les musulmanes de la région du Sahel façonnent leurs pratiques pour réagir face au contexte contemporain de la crise djihadiste dans la région. Donc, afin de mieux saisir la portée de ces quelques pistes que je voudrais souligner, pour penser la place et les rôles des religiosités féminines dans ce contexte, je veux souligner quelques éléments marquants de la religiosité musulmane au cours des 4 dernières décennies qui jouent un peu une toile de fond pour comprendre les enjeux concernant les femmes dans le moment contemporain. Donc, le premier élément que je voudrais mentionner, c'est tout ce que je pourrais nommer la salafisation culturelle du monde musulman à une échelle globale, dans la foulée un peu de la révolution iranienne, qui a principalement été impulsée par les pays du Golfe, incluant des modifications au niveau des codes vestimentaires, les manières de prier, les rapports de genre, la formalisation des espaces genrés de la pratique religieuse, les modalités de la diffusion des savoirs islamiques, tant à travers la prédication, les médias et la scolarisation formelle, mais aussi toutes les formes du financement et de l'entrepreneuriat religieux qui impliquent la construction de mosquées, d'écoles et ainsi de suite. Un second élément que je voudrais soulever, c'est celui de la généralisation de la dawa, l'appel à l'islam, comme forme privilégiée de l'expression de la religiosité depuis les années 80 en Afrique de l'Ouest, où chacune, par son adhérence dans la quotidienneté aux préceptes de l'islam, devient porteur et porteuse de cet appel. Et puis, on parle beaucoup récemment d'une djihad individuelle ou personnelle, notamment avec les événements qui sont survenus récemment en France, mais c'est aussi une forme de discours qu'on retrouve, par exemple, dans les campagnes en Afrique de l'Est, au Kenya ou en Tanzanie, où chacun sa djihad est présenté comme une forme de contestation des actions terroristes. Troisième élément de toile de fond à souligner, c'est ce que moi j'appellerais la féminisation de la piété en islam, ou ce que Saba Mahmoud a appelé la révolution des mosquées dans le contexte égyptien, qui se décline notamment à travers les espaces associatifs dans la région du Sahel. Donc, on y voit ici un poids démographique très significatif dans l'espace public, de la piété féminine, mais aussi la transformation des associations féminines qu'on pourrait appeler culturelles ou de danse historiquement, qui de plus en plus deviennent des associations islamiques. Quatrième élément que je voudrais porter à votre attention, c'est la présence marquée de 2 nouveaux acteurs nationaux dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest depuis environ une décennie, notamment le Maroc et la Turquie, qui sont très présents au niveau de la formation, éducation, de l'entrepreneuriat religieux et de l'action humanitaire islamique, et qui, dans une certaine mesure, contrebalancent un peu le poids historique des pays du Golfe. Donc, à la lumière de ces éléments de contexte, laissez-moi rapidement soulever ces quelques pistes pour comprendre en quoi, dans le contexte contemporain de la crise djihadiste au Sahel, la religiosité est un vecteur fondamental de mobilisation offrant aux femmes la possibilité de réinventer leur vie et leur environnement social, en réagissant aux inégalités endurées, en s'affirmant bonnes musulmanes, devenant ainsi légitimes quant à leur mode d'action. Toutefois, évidemment, les normes de religiosité qu'elles construisent et revendiquent sont diverses, divergences, parfois même radicales et souvent concurrentielles. Donc, la manière dont chacune se pense, se vit et se montre musulmane, les normes religieuses que chacune décide de suivre, d'inventer et d'imposer collectivement entraînent indubitablement des clivages quant à la définition d'un vrai islam. Et cette concurrence des normes inhérente à toute religion, qui n'est pas particulière à l'islam, prend aujourd'hui un caractère particulier, évidemment, dans le contexte du djihadisme. Donc, on peut penser cette praxis féminine à travers 3 axes. Je dirais le premier axe serait celui de la prise de pouvoir des femmes sur leurs propres pratiques religieuses, pouvant notamment se traduire par une féminisation de l'autorité religieuse afin de contrebalancer la prépondérance masculine dans les discours religieux et imposer leur propre modèle de la bonne religiosité et par conséquence de la société. Quelques exemples seraient ceux du rôle des femmes dans le soufisme mondialisé des classes moyennes et aisées de la sous-région ou dans l'islam du juste milieu issu du royaume du Maroc et présent comme antidote aux violences djihadistes.
Ou un autre exemple serait celui de l'islam au féminin porté par des prédicatrices formées au Maroc et en Turquie, prêchant au sein de réseaux de missionnaires transnationaux présents à travers l'Afrique de l'Ouest. Un deuxième axe d'analyse important, à mon avis, est celui de la radicalisation des femmes, toutes tendances islamiques confondues. Donc, non seulement vers l'islamisme, mais toute forme d'islam incluse, qui, dans un contexte de tensions politico-religieuses, deviennent des militantes, dans une certaine mesure. Dans un climat social troublé et tendu, certaines femmes réagissent par des crispations ancrées dans la religion vécue au quotidien. Leurs pratiques radicales leur permettent de s'affirmer et d'avoir un parti pris, manière d'être réactive et non plus passive face à la violence. Dans ce sens, il importe de réfléchir, par exemple, sur les logiques plurielles derrière le port du voile intégral de plus en plus visible, la remise en question du vivre ensemble caractéristique de plusieurs pays de la sous-région, incluant un refus des mariages chrétiens musulmans, un repli sur sa communauté lors de cérémonies familiales et ainsi de suite. Les pratiques rigoureuses liées aux nouvelles converties ou, à contrario, les sorties radicales de l'islam qui existent aussi, et finalement l'affirmation de nouvelles pratiques soufis vécues par les femmes comme un réenchantement du monde en opposition à des postures plus rigoristes ou textualistes en islam. Et finalement, le troisième axe que je mettrais de l'avant, c'est la combativité civique des femmes par le biais du religieux pour acquérir de nouveaux droits sociaux en tant que femmes croyantes et citoyennes. Ici, les musulmanes réagissent à titre d'individus, mais aussi à titre de membres d'associations, d'ONG et même d'organisations politiques. Elles militent par le biais de la dawa, la prédication et l'appel à l'islam, du prosélytisme par exemple, ou par l'exemple, ou des prêches sur Internet. Elles organisent des marches de contestation ou des actions de sensibilisation afin de revendiquer leur droit de décider de leur vie en tant que croyantes, d'user de l'espace public au même titre que les hommes et de participer pleinement aux débats sociaux et politiques. Merci. Merci beaucoup, Marie-Nathalie, de nous avoir montré comment on peut mobiliser cette notion de religiosité et donc de l'étudier d'une perspective des dynamiques d'instrumentalisation de la religion par à la fois des acteurs individuels, institutionnels, pour mieux comprendre justement les manières dont les femmes usent de ces mots de religiosité pour agir à divers types de ségrégation. Merci vraiment pour votre intervention. On va cette fois-ci passer la parole à Monsieur Patrick Charland, pour nous partager aussi son expertise et ses expériences en lien avec l'intervention de sa chaire dans la région. Monsieur Patrick Charland est professeur et directeur du département didactique de l'UQAM. Depuis plus de 15 ans, il a développé une expertise en développement curriculaire, de même qu'en formation initiale et continue des enseignants du primaire, du secondaire et de l'universitaire au Québec comme à l'international. Et il est justement co-titulaire de la chaire UNESCO de développement curriculaire qui a eu à faire des interventions, si je me trompe, au Niger. Monsieur Charland, nous sommes heureux de vous avoir avec nous et vous avez la parole pour nous partager votre expérience. Merci Destiny et merci à François et toute l'équipe de l'IOIM pour l'invitation. Peut-être préciser que je ne suis plus directeur du département didactique depuis une année déjà, j'en suis très fier. Mais globalement, je dirais que ma présentation d'aujourd'hui rapide m'amène à présenter deux projets qui ont été menés depuis la création de la chaire UNESCO Développement curriculaire en 2009. Un premier projet qui était un projet de réforme éducative au Niger, puis un deuxième projet beaucoup plus récent qui s'intéresse à documenter, comparer les dispositifs de formation d'enseignants. Je soulèverai à la fin de ma présentation un certain nombre d'enjeux éducatifs qui, je crois, caractérisent bien là, ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina. Un petit mot sur la chaire UNESCO Développement curriculaire. Donc, l'objectif de la chaire, ou un de ses objectifs, est de renforcer les capacités des cadres ministériels, des différents praticiens de l'éducation en matière de développement curriculaire, puis d'implantation de réforme des systèmes éducatifs. Les différents praticiens et chercheurs à la chaire, je dirais, adhèrent à une vision très large du curriculum où on s'intéresse évidemment au programme d'études, mais également à tous les enjeux qui s'ensuivent, à savoir les modalités de formation des enseignants, les différents manuels pédagogiques, les matériels scolaires, les enjeux évaluatifs, etc. Donc, cette perspective large nous amène à porter un regard très global sur les différents systèmes éducatifs qui sont dans le cadre de différentes réformes éducatives.
Premier projet, donc, pour lequel on a été amené à collaborer, est un projet au Niger où, je dirais, à la fin des années 2000, la chaire et différents chercheurs de l'UQAM ont été sollicités pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans l'élaboration d'une réforme éducative. Cette réforme-là s'inscrivait dans une mouvance internationale de réforme des systèmes éducatifs, visant notamment en éducation de base l'élaboration de programmes orientés sur l'approche par compétences. Une caractéristique intéressante, je pense, qui est important de mentionner, est celle d'une vision d'une approche par compétences très située, orientée sur des situations de vie propres à des situations vécues au Niger. Donc, dans cette perspective, les premières étapes de la réforme et des différents travaux menés par les équipes de l'UQAM en compagnie des différents techniciens et rédacteurs de programmes d'études a été vraiment la constitution d'une banque de situations locales qui ont permis ensuite d'inspirer les rédacteurs de programmes de manière à ce que ces situations-là puissent être au centre des différents programmes d'études en mathématiques, en sciences, dans les langues, etc. Donc, ces situations de vie vécues étaient orientées ou permettaient d'orienter l'apprentissage ou le développement de compétences et l'apprentissage des différents savoirs, savoir-faire, savoir-être à travers ces programmes d'études-là. Premier constat, cette réforme-là a été implantée en 2013. La réforme a été globalement bien reçue, puis un des constats qu'on pourra faire peut-être dans un deuxième tour est cette idée où, au-delà de réformer des programmes d'études, il est important d'avoir une cohérence large à l'intérieur du système éducatif et un projet de réforme curriculaire implique aussi, de notre point de vue, d'autres projets, d'autres financements d'accompagnants, ce qui n'est pas arrivé au Niger, ce qui fait que l'état d'implantation des programmes est questionnant dans la mesure où on a assez peu formé les enseignants, assez peu formé les rédacteurs de matériel pédagogique, ce qui fait qu'il y a une nouvelle réforme, mais qui, au final, a pu être difficilement implantée. Deuxième projet qui nous anime plus récemment est celle d'une étude sur les dispositifs de formation des enseignants au Sahel francophone. À la suite d'un projet en République démocratique du Congo où on a été amené à élaborer un référentiel de compétences professionnelles pour les enseignants de l'éducation de base et de la formation professionnelle et technique, on a observé qu'il était assez difficile à l'interne dans la littérature disponible de voir quel était l'état de la situation pour la formation des enseignants en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sahel. Et c'est donc dans cette perspective de mieux comprendre cet état de la situation que les chercheurs de la chaire veulent dresser un portrait comparatif des dispositifs de formation des enseignants au Sahel, parce que c'est un endroit qui, de notre point de vue, est le plus urgent d'agir et de mieux comprendre. Dans un premier temps, on voudra faire ce portrait comparatif-là sur le primaire et les enseignants du primaire, mais on vise également à le faire pour les enseignants du secondaire. On a donc constitué une équipe parce que c'est la seule manière dont on pourra y arriver, qui est composée de Martial Dembélé, qui est professeur à l'Université de Montréal, de Mathias Kielem, qui est prof à l'UNS à Ouagadougou, et de notre coordonnatrice Valérie Vinuesa, qui ont pu constituer tout un réseau d'informateurs locaux qui nous ont aidés à mettre sur place une banque de documents d'orientation de programmes, d'articles, de rapports, de manière à mieux comprendre la situation. Oui? Ah, non, ça va. Donc, l'idée est bien de mieux comprendre la situation et c'est un deuxième enjeu qu'on observe. Donc, on a actuellement, quand on travaille au Sahel, des difficultés à bien comprendre l'état des choses. Il y a une série de projets en développement ou en éducation en situation d'urgence qui sont menés, mais pour lesquels il y a assez peu d'informations sur leur état d'avancement et sur les résultats qu'ils ont pu produire. Donc, notre idée de produire un rapport qui nous permettra de mieux comprendre les enjeux vécus en formation d'enseignants, mais également de mettre sur la table, de décliner et d'analyser quels sont les cours qui sont mis, les volumes horaires qui leur sont associés et les enjeux vécus par les acteurs sur le terrain. Pour nous, l'utilisation d'informateurs relais dans les différents pays qui participent avec nous à l'étude nous permettra réellement de porter un regard bien ancré dans les réalités locales. Et je terminerai très rapidement sur 5 enjeux qu'on pense importants actuellement qui sont vécus en éducation au Sahel. Donc, il y a encore des enjeux et des difficultés d'accès à l'école. Et je dirais même récemment, il y a des diminutions d'accès à l'école au Sahel et au Niger selon les données de l'Institut de la statistique de l'UNESCO. Des grands enjeux d'inégalité de genre.
où les filles, évidemment, sont moins présentes à l'école pour une série de raisons. Une crise de l'apprentissage qui est nommée ainsi par la Banque mondiale et UNICEF, qui fait valoir que même encore aujourd'hui, après des dizaines d'années de projets de développement et d'accompagnement, les élèves atteignent assez peu les standards de base, je dirais, dans littératie et en numératie. Un enjeu fort important est l'idée où on observe qu'il va manquer d'ici, pour atteindre les objectifs de l'objectif de développement durable 4, environ 17 millions d'enseignants en Afrique de l'Ouest, ce qui est une proportion un peu moins grande, évidemment, au Sahel. Puis, il y a encore des enjeux, évidemment, associés aux infrastructures scolaires qui sont globalement, somme toute, assez désuètes, où beaucoup d'écoles n'ont toujours pas d'électricité, d'eau potable, des latrines séparées pour les garçons et les filles. Et là, ben, on n'aborde même pas les enjeux qui sont associés au matériel pédagogique traditionnel. Donc, c'est un peu globalement là, les éléments que je voulais présenter et les projets sur lesquels la chaire UNESCO de développement curriculaire est actuellement au travail. Merci beaucoup, Patrick, pour ce partage. Je dois ici profiter pour informer notre public que M. Charland doit devoir nous quitter avant la fin de ce panel pour un impératif vital. Et on le remercie chaleureusement pour sa participation déjà. Et je dois aussi vous préciser que si vous êtes vraiment intéressé à avoir un approfondissement de ces enjeux éducatifs, on vous invite vraiment à participer demain à un panel qui va spécifiquement porter sur ces enjeux-là, en présence de M. Charland, demain, notamment mardi 10 novembre à 10h30, toujours dans le cadre des rendez-vous Gérer la joie. Tout en rappelant, Destiny, que le panel de demain est orienté sur la COVID et sur les enjeux mondiaux qui ont été impactés, ou les enjeux qui ont été soulevés associés à la COVID. À la COVID, tout à fait. Merci, Patrick. Alors, nous allons maintenant écouter, entendre quelqu'un de terrain, et donc en la personne de Mme Maïmouna Diankouda Dembélé, qui va nous exposer un peu son point de vue d'un organisme de coopération comme le CECI, qui intervient notamment au Mali et qui s'intéresse beaucoup aux enjeux de renforcement de pouvoir économique des femmes et à toute la question liée à la gestion de crise et au changement climatique. Mme Dembélé, c'est à vous. Merci beaucoup, Destiny, et merci à l'UQAM d'associer le CECI à cet événement. Dans votre mot introductif, lorsque Destiny parlait, il a parlé de 100 millions d'habitants pour le Sahel. Eh bien, sur ces 100 millions d'habitants pour le Sahel, OCHA faisait état de 24 millions de personnes qui ont besoin d'aide actuellement. 24 millions. C'est énorme, mais surtout, c'est dans différents domaines comme la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation, la question de sécurité, la question d'abri, parce que nous avons quand même de plus en plus dans la région du Sahel des groupes de personnes qui sont déplacées, soit à l'intérieur de leur pays ou qui vont carrément hors des frontières. Je pense que cela justifie énormément l'intervention des organismes comme le CECI ou d'autres organisations qui interviennent aujourd'hui dans le domaine de l'humanitaire ou du développement. Et nous, au niveau du CECI, nous faisons les deux. Alors, le CECI intervient au Mali depuis 1984 et nous travaillons essentiellement, nous avons travaillé dans le soutien, dans l'appui aux institutions, mais nous avons d'abord commencé par des actions humanitaires. Et aujourd'hui, avec ces partenaires, nous travaillons sur la question de l'employabilité, de l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous parle de nos domaines d'action parce que je ferai le lien tout à l'heure avec les enjeux que les autres panélistes ont eu à citer pour un peu parler des conditions de travail que nous avons actuellement sur le terrain. Donc, nous travaillons sur la question de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous travaillons sur des questions humanitaires comme la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la protection, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également la question de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Nous travaillons sur des projets de santé, donc la santé maternelle et la santé des adolescentes et adolescents dans certaines régions du Mali. Et nous travaillons également avec les organisations féminines de la société civile malienne
pour voir comment les appuyer justement à pouvoir défendre leurs droits et améliorer l'environnement politique, juridique, mais aussi social des droits de la femme au Mali. Alors, tout à l'heure, les différents panélistes ont parlé de beaucoup d'enjeux et je vais prendre ces enjeux-là pour un peu parler de notre intervention sur le terrain actuellement. Alors, nous avons parlé du contexte sécuritaire. Si nous parlons du contexte sécuritaire, c'est là a un grand impact sur l'intervention des organisations de développement ou des organisations humanitaires parce que cela retarde notre intervention ou l'empêche tout simplement. Avec l'insécurité, on a de plus en plus de difficultés à intervenir sur le terrain. Déjà, il est difficile de pouvoir recruter du personnel qui accepte d'être basé dans certaines zones à cause des enlèvements, à cause des agressions physiques, mais aussi toute cette question d'agression psychologique. Et ce sont des événements que nous vivons, auxquels nous essayons d'apporter des réponses. Mais aussi sur la question de l'insécurité, rien qu'au Mali aujourd'hui, nous avons 946 écoles qui sont fermées. Et donc, cela fait environ 400 000 élèves qui ne vont pas à l'école et 160 000 personnes qui travaillent soit dans l'enseignement ou dans l'administration scolaire qui ne sont pas en train de travailler. Et donc, avec la fermeture de toutes ces écoles-là pour la question de l'insécurité, bien sûr, il y a d'autres enjeux sur la question de fermeture des écoles au Mali, mais pour la question de la sécurité rend difficile notre intervention en matière d'éducation parce que lorsqu'il n'y a pas d'espace d'apprentissage ou d'école ouverte, ce n'est tout simplement pas possible d'intervenir sur les questions d'éducation. Il y a également la question de l'intégrisme religieux. Depuis 2018, par exemple, les organisations reçoivent régulièrement des notifications, par exemple dans la zone du delta du Niger au Mali, pour leur interdire certaines thématiques, comme par exemple les droits des femmes, la planification familiale, l'éducation, ou encore les questions d'autonomisation des femmes de façon spécifique et la violence basée sur le genre. Ça, ce sont des thématiques qui ne sont pas les bienvenues dans l'intervention communautaire. Ce sont quand même des thématiques qui sont plus qu'importantes. Alors, la question, c'est comment on intervient juste dans l'urgence en nous attaquant, en répondant à des besoins des communautés et en ne travaillant pas sur les causes des difficultés que ces communautés rencontrent. Donc ça, c'est l'une des difficultés que nous avons sur le terrain. Une autre difficulté, c'est l'absence de l'État. Dans beaucoup de communautés aujourd'hui, dans le nord ou le centre du Mali, les services de l'État ne sont plus là. Alors, lorsque les services de l'État ne sont pas là, nous sommes obligés de travailler avec les communautés. Et une des questions, c'est comment on fait pour institutionnaliser toute la connaissance, toutes les approches et toutes ces bonnes pratiques qui viennent d'ailleurs et qui peuvent être partagées. Donc, il y a ce problème d'institutionnalisation, mais cela fait aussi que les communautés manquent de plus en plus de structures sociales de base, comme l'éducation, la santé, la police, puisqu'il y a certaines communautés qui sont tout simplement à plus de 80 km des commissariats de police, donc ce qui fait que l'impunité, c'est quelque chose qui est de plus en plus aggravé. Un autre défi, c'est les déplacements. Donc, les communautés se déplacent de plus en plus, on le sait. Alors, on commence une intervention dans une communauté sans avoir la garantie, sans être sûr qu'avant la fin du projet, ces communautés vont encore être présentes. Mais l'un des défis aussi, c'est que les gens essayent de quantifier le nombre de déplacés par le nombre de personnes présentes dans les camps de déplacés. Alors que culturellement, ça c'est quelque chose qui devient difficile en Afrique de l'Ouest, par exemple. Parce que des familles se déplacent et ce n'est pas forcément pour aller vers un camp, mais peut-être pour aller vers d'autres familles, d'autres communautés qui les connaissent déjà. Donc, nous avons des familles hôtes et de plus en plus de ménages qui se retrouvent là-bas. Et donc, ça, c'est quelque chose qui rend difficile aussi la réponse. Je vais terminer. Alors, le dernier point, à mon avis, je pense que c'est aussi l'appropriation des communautés de l'intervention que nous proposons.
Je pense que les projets, de plus en plus, doivent être une réponse conjointe et à l'humanitaire et au développement. Parce que les problèmes au Sahel aujourd'hui nécessitent une intervention d'urgence, c'est de l'humanitaire. Mais il faut que l'humanitaire, on le construise dans la durée, que ce soit quelque chose de durable et que nous ne soyons pas juste là à apporter des réponses de courte durée, mais comment nous pouvons travailler avec les communautés pour que les projets les conviennent, que ce soit des projets durables, mais que ce soit surtout pour ces communautés-là un moyen de construire une certaine résilience par rapport à tous les enjeux du Sahel maintenant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus avant. Merci. Absolument, absolument. Ben, merci beaucoup, Maïmouna, Madame Dembélé, pour cette présentation qui nous rappelle à quel point les enjeux structurels, les causes structurelles du problème, de la problématique du Sahel, sont à aborder d'un point de vue global avec des réponses conjointes entre le nécessaire équilibre à trouver entre l'urgence et justement l'approche durable des solutions préconisées. Je vous remercie toutes et tous, chacun de vous, d'avoir vraiment fait l'effort de concision. Je sais que ce n'est pas évident. Moi, je me retrouvais dans le rôle du gardien du temps, mais je trouve que vous en êtes très bien sortis sans que je n'ai à faire exercer mon droit de contrôle sur le temps. Là, maintenant, on va aborder la deuxième séquence de notre panel où, vous le savez, on est vraiment dans un panel de regards croisés, hein, d'approches et de perspectives interdisciplinaires. Donc, on va vous offrir maintenant un second tour de parole où on vous demandera peut-être de vous prononcer sur des choses qui vous ont particulièrement interpellé dans l'une ou l'autre des présentations de vos collègues. Mais en même temps, vous imaginez bien, vous m'avez inspiré tellement de questions aussi en tant que modérateur, mais je vais vous partager peut-être quelques-unes comme ça et vous allez en tenir compte éventuellement dans vos réponses et dans les prochains témoignages que vous allez apporter. Alors, j'ai oublié une chose très importante que je n'ai pas faite et que je me dois de me racheter ici de le faire, c'est de préciser, de rappeler que Madame Dembélé est spécialiste en égalité femmes-hommes et directrice pays donc, du Centre d'études et de coopération internationale, le CECI. Merci encore pour votre témoignage, Madame Dembélé. Alors, les questions qu'on pourrait se poser et auxquelles je vous invite à réfléchir, toujours dans le croisement des regards par rapport à ce que les collègues ont présenté ici, c'est vraiment de savoir comment on peut, est-ce que c'est possible, vu la multiplicité des intervenants dans le Sahel, de penser vraiment à une stratégie plus globale, plus concertée, plus harmonieuse, en fonction des différents problèmes que, on le voit bien avec vos expériences derrière vos enjeux que vous avez abordés, les différents problèmes qui caractérisent la région et qui ne sont pas à prendre forcément isolément. Donc, je vous lance d'abord là-dessus comme ça et on va recommencer peut-être dans l'ordre avec Monsieur Charbonneau pour voir ou selon la personne la plus inspirée à prendre la parole, mais je pense que Monsieur Charbonneau peut-être a de réagir. Oui, ça va. Merci. Bon. Ben, je reviens peut-être à l'un des points que je disais, si on parle de stratégie globale, on parle aussi, comme vous avez dit, d'énormément d'acteurs. C'est clair qu'il y a énormément de joueurs au Sahel. Tout le monde est au Sahel, tout le monde a une stratégie Sahel, tout le monde veut aller au Sahel pour, entre guillemets, aider le Sahel. Et quel est l'espace dans tout ça pour les gens du Sahel? C'est une autre question aussi qui décide de l'agenda qui va primer sur les autres. Je pense que c'est une question très importante parce qu'effectivement, il y a de nombreux problèmes, comme vous l'avez souligné et comme mes collègues l'ont fait aussi. Mais pour moi, j'essaie de regarder ça d'en haut un peu. Il y a évidemment les enjeux très locaux, mais d'en haut, moi, je vois effectivement une priorité. C'est toujours la question sécuritaire. Et je soulève la question encore, quel est l'impact de cette primauté-là, de cet agenda-là sur le reste? Et pour vous donner, disons, le tableau large, il faut regarder les plus gros joueurs, je pense, justement, du côté sécuritaire militaire, que sont la France et l'Union européenne. Les mêmes pays qui, la France notamment, un siège au Conseil de sécurité, donc qui sont derrière la MINUSMA, la mission des Nations unies au Mali, et qui sont aussi derrière la force
du G5 Sahel, donc qui sont derrière les actions militaires et sécuritaires régionales. Donc, l'Union européenne investit des centaines de millions d'euros dans le G5 et les solutions dites africaines ou locales pour contrer le terrorisme. Mais si on prend ça en note, on regarde le nombre de troupes, on parle de plus de 5 000 soldats français, on parle de milliers, en fait, un accroissement du nombre de soldats européens aussi, de plusieurs façons. La force, évidemment, de l'ONU au Mali. Et tout autour, là, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais il y a énormément de joueurs militaires en formation, en intervention directe et tout. Et tout ça, pour moi, je le combine ou je regarde en fait quelles sont les priorités de ces gouvernements-là. Et notamment, je regarde du côté de l'Union européenne. Et lorsqu'on regarde les justificatifs ou comment on justifie l'action européenne, on regarde que la priorité européenne, oui, on veut aider les gens du Sahel et tout ça. Il y a un aspect développement derrière tout ça et je crois qu'il y a une volonté sincère de le faire. Mais il y a aussi, si on regarde la stratégie européenne qui est en train de se redéfinir d'ailleurs et qui devrait voir le jour dans les prochains mois, c'est d'abord et avant tout de contrer les effets du conflit. Donc, on est très préoccupé par ce que les Européens appellent l'immigration légale ou les flux illégaux, donc les migrants vers l'Europe. On se rappelle que les Européens, en fait, ont plutôt commencé à appuyer beaucoup la France lors de la crise migratoire en Europe en 2015. Avant ça, on était sceptique de ce que les Français faisaient au Sahel. Donc, l'aspect migratoire est hyper important, je pense, ici, du point de vue international, certainement des gros joueurs, comme je dis, c'est-à-dire les Européens. Derrière ça, bon, il y a d'autres trucs aussi qui se mélangent. Évidemment, est-ce que les terroristes iront jusqu'en Europe? C'est un discours qui revient, que pour moi, je n'adhère pas. Les flux de drogue illégales aussi et tout ça. Derrière ça, mais je pense que la question migratoire est la plus importante. Et pour terminer, j'ajouterai à ça qu'en fait, il y a tout le discours historique qui est là depuis longtemps de la fameuse bombe démographique aussi de l'Afrique de l'Ouest qui se mêle à ça. Et j'ajouterai une dernière couche, celle de la crise climatique. Donc, pour moi, si je regarde dans un horizon de 10 à 20 ans, je suis très pessimiste dans la mesure où, d'un certain point de vue, d'un certain point de vue qui n'est pas nécessairement le mien, c'est qu'on voit un avenir où on mélange bombe démographique, changement climatique et radicalisation, action terroriste. Et on fait quoi par rapport à ça? Bien, du point de vue, je pense, européen, pour le moment, on est dans l'endiguement. On gère les effets. Et pour ce qui est de trouver des solutions, je suis plus sceptique. Mais il est clair aussi, je pense que mes collègues seront d'accord là-dessus, que les problèmes sont non seulement nombreux, mais effectivement très compliqués. Et ce n'est pas clair pour moi non plus quelle est la solution derrière tout ça, mais je pose quand même la question, quel est l'impact de ces priorités dans un horizon à court terme, mais aussi à long terme. Je pense qu'il faut quand même penser qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans 10, 15, 20, 30 ans pour le Sahel. Tout à fait. Je comprends totalement votre scepticisme, M. Charbonneau, d'autant plus que, vous savez, ce matin, la France annonçait qu'il allait réduire le nombre de ses soldats qui interviennent sur le terrain. Alors, est-ce qu'il faut y voir un aveu d'échec depuis justement la série d'interventions qu'il y a en France et la présence française dans la région, selon vous? Ça reste à voir, je pense. Et je pense que l'autre aspect de cette question, l'autre côté de la médaille de ça, c'est quelle sera la contribution européenne qui viendra. Est-ce qu'elle viendra remplacer le retrait des troupes françaises? On a déployé là, dans les derniers jours, justement, quelques forces européennes, des forces spéciales qui viennent se rattacher à Barkhane aux forces françaises. Donc, est-ce que c'est juste de remplacer $1 par 4,25 sous, comme on dit au Québec, ça reste à voir. Mais c'est ça, attendons, disons. Mais il y a certainement beaucoup de pression sur la France à changer de stratégie et d'approche, à ouvrir une forme de dialogue pour trouver d'autres solutions que les solutions militaires. Mais pour le moment, la France et l'Europe s'accrochent quand même beaucoup à ce que j'appelle, j'ai appelé ça souvent l'acharnement contre-terroriste au Sahel. Merci, M. Charbonneau. Et je vais peut-être relancer en guise de transition M. Sauré pour voir peut-être un peu avec aussi tous les sentiments
d'anticolonialisme quand on évoque justement, par exemple, la présence française. Est-ce que vous, de votre perspective, avec les sujets que vous avez pu étudier, les enjeux en matière de relations de force des défenses avec les groupes de vigilantisme au Burkina Faso, ou par rapport à d'autres interventions des collègues ici, est-ce que vous auriez justement un regard croisé, une perspective supplémentaire à apporter? Je voulais prendre la parole où mon prédécesseur l'a laissé quand il parlait non seulement du caractère nombreux des problèmes au Sahel. Moi, je voulais ajouter donc à ces caractères nombreux le caractère multiple également des intervenants. Et des intervenants qui sont aussi nombreux que les problèmes au Sahel et des intervenants, chacun qui regarde donc dans son angle. Chacun qui regarde donc avec sa démarche assez particulière. Donc, on se retrouve dans un contexte où les acteurs sont nombreux, mais les acteurs ne regardent pas dans le même sens. Vous avez l'impression, quand vous êtes donc en contexte du Sahel aujourd'hui, en regardant les acteurs intervenir, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de concurrence entre les différents acteurs qui se retrouvent sur le terrain. Et c'est justement donc cette concurrence ou ces semblants donc d'actions concurrentes qui amènent donc à comprendre le pessimisme donc de mon prédécesseur. Ça peut être compris donc dans ce sens. Mais dans ce problème plus global, moi je suis beaucoup plus optimiste que lui, parce que justement, premièrement, il y a une vision qui est celle des partenaires, enfin des visions qui sont celles des partenaires parce qu'ils sont nombreux. Il y a une vision qui est celle aussi des États du Sahel, et qui cette vision est beaucoup plus proche donc de la vision, de beaucoup de visions donc des acteurs. Mais il y a aussi une dynamique locale qui émerge dans ce contexte donc difficile. Et c'est dans cette donc dynamique locale-là que l'espoir renaît. Parce que je pense qu'on arrivera à inverser les modes d'intervention, qu'on arrivera donc à comprendre donc le dynamisme donc qui se dégage et la résilience qu'on peut lire à travers donc les différents champs sociaux qui se retrouvent, que vous prenez au niveau de l'éducation, que vous prenez au niveau donc de la sécurité. Il y a aujourd'hui donc une dynamique donc de résilience qui donne de l'espoir. Par exemple, au niveau de l'école, je voulais revenir donc une petite parenthèse parce que je travaille aussi sur l'école. Au niveau de l'école, vous avez donc des formes alternatives d'éducation qui naissent dans les zones donc, qui sont soumises à la pression terroriste. Au niveau du Burkina, je voulais parler donc des zones un peu du Sahel burkinabé, parce que il y a le Sahel, mais chez nous aussi, il y a le Sahel burkinabé qui est à l'extrême nord du pays, mais il y a la région aussi du nord, de l'Est, qui sont donc soumises à ces attaques et qui se réorganisent pour pouvoir donner de l'éducation aux enfants. Donc, à ce niveau, il y a un peu de l'espoir. Au niveau sécuritaire, comme je le disais, la donne a été un peu ralentie, sinon inversée à partir donc de l'entrée sur scène des acteurs locaux. Monsieur Soré, on ne vous entend plus. Il y a eu comme des interférences et en temps, on vous a un peu perdu. On ne vous entend toujours pas. On ne vous entend toujours pas. Peut-être donc des problèmes techniques. D'ailleurs, l'image de M. Soré est figée. On va peut-être espérer qu'il puisse se reconnecter et retrouver un bon début de connexion. Mais en tout cas, on a compris ce qu'il voulait partager avec nous, notamment un peu son optimisme quant à lui, quant à la capacité de résilience aussi de la région. Je vais proposer maintenant à Mme Marie-Nathalie Leblanc de prendre la parole pour nous partager aussi peut-être son point de vue plus croisé face à l'intersectionnalité, si on peut dire, de ces enjeux-là, et d'un point de vue de votre objet d'étude sur la religiosité, on va y arriver, des femmes dans la région. Oui, d'accord, merci. Mais en fait, je crois que vous pouvez imaginer que mon angle d'approche est peut-être par ce qu'on a appelé par le bas.
pas une appellation que j'aime beaucoup, mais plus, puis qui se rapporte un peu aux commentaires de M. Charbonneau quant à la prise en compte des populations locales. Et puis, je crois que c'est important d'essayer de porter un regard sur les initiatives de ces populations, sur les réactions de ces populations, mais aussi sur la façon dont ces populations vivent la situation. Moi, je l'ai pris par l'angle de la religiosité, mais on pourrait l'aborder par d'autres angles, notamment qui ont été soulevés par Mme Dembélé. Je voudrais aussi souligner d'autres éléments que je crois qui sont importants quand on réfléchit à cette question. C'est, je trouve que dans tout quand on parle d'enseignement, de formation, qui je crois que c'est un des lieux aussi où certaines actions qui pourraient contrebalancer le contexte de violence peuvent être mises en place, mais aussi évidemment là, le monde de l'aide humanitaire et puis de l'intervention humanitaire. Je crois qu'il y a tous ces acteurs du monde islamique qui sont devenus de plus en plus des gros joueurs en Afrique de l'Ouest. Qu'il faut prendre en compte de l'humanitaire islamique qui peut avoir, moi j'ai beaucoup travaillé sur les ONG islamiques par exemple, qui peuvent être à la fois locales, transnationales, internationales et ainsi de suite, mais qui sont de plus en plus présentes. Puis je crois qu'il y a peu de collaboration ou de dialogue entre ces différents milieux. Puis on voit la même chose au niveau de l'enseignement. Mon collègue, M. Soré, en a jeté un mot. Là, on a un projet ensemble justement sur toute la question de l'enseignement islamique dans la région du Sahel, avec le Sahel étendu, là, avec plutôt l'Afrique de l'Ouest, avec le Burkina puis la Côte d'Ivoire comme projet pilote, où on voit en fait justement tous ces acteurs qui se mettent en place. Autre élément, dernier élément que je voudrais mentionner, c'est, je crois que ce serait peut-être utile d'essayer de penser l'espace Sahel dans un espace plus large que seulement le Sahel, et notamment le penser dans la circularité au nord et au sud du Sahel. Donc, tous ces liens avec le monde du Maghreb, où notamment le Maroc s'est positionné là, depuis 2001, 2005, 2006, un peu comme le garant de cet islam du milieu, là, si on veut, ou l'islam plus modéré dans une certaine mesure, mais aussi tout ce qui se passe. Moi, je dirais que ce serait important de prendre en compte ce qui s'est passé puis ce qui se passe en Afrique de l'Est et aussi dans la région là, Afrique de l'Est, Corne de l'Afrique, et puis Nigeria, Cameroun. En fait, on se retrouve un peu avec une espèce de demi-lune affectés par les mêmes enjeux. Et puis, notamment, il y a plusieurs travaux qui ont été faits sur le Kenya, la Tanzanie, avec des campagnes initiées par les populations locales pour contrebalancer ces discours plus violents et ainsi de suite, ou donner un peu une alternative à des discours aussi sécuritaires. Merci beaucoup, Marie-Nathalie. J'aime bien l'image, la métaphore de la demi-lune, mais en même temps, le point que vous soulevez par rapport à la circularité et au fait de prendre vraiment, de considérer cet espace sous sa forme plus large. D'ailleurs, quand M. Charbonneau parlait de la question migratoire, on ne l'a pas rappelé, mais il y a toute la situation problématique en Libye et qui a certainement beaucoup d'impact et de répercussions directes sur la région. Et donc, cela nous amène à conclure avec Mme Maïmouna Diakounda Dembélé pour nous dire, on a compris l'urgence humanitaire, mais au-delà de l'humanitaire et une fois encore à l'intersection des enjeux éducatifs, sécuritaires et politiques, humains, qu'est-ce que vous auriez à dire ou à préconiser éventuellement comme piste de réflexion à approfondir? Merci beaucoup, Destiny. Je vais peut-être commencer par votre première question par rapport à la stratégie globale. Je pense que ce ne sont pas juste des pistes de solutions, mais aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour les acteurs de travailler ensemble. Je reviens sur le terrain et dans le monde des intervenants directs comme les ONG, mais il y a aussi de groupes armés de plus en plus. Il y a la nécessité et même l'urgence d'aller vers une synergie des actions. Comment nous pouvons travailler ensemble, comment nous pouvons uniformiser notre intervention sur le terrain. Parce que ce qui se passe, c'est que les communautés elles-mêmes saturent de plus en plus. Les communautés saturent parce que toutes les organisations viennent avec une approche différente. Toutes les organisations viennent avec une appellation différente d'un secteur ou de quelque chose
les gens connaissent déjà. Et donc, finalement, ça devient une compétition. Qui est-ce qui a la meilleure approche? Alors que ça pourrait être juste des actions synergiques qui permettent de soulager les communautés. Et je pense que cela remonte aussi pour notre milieu, en tout cas aux bailleurs de fonds, à tous les États et toutes les organisations internationales qui interviennent et qui appuient les ONG à travailler sur le terrain. Parfois, on a l'impression que la volonté d'être visible nuit aux activités sur le terrain. On veut savoir qui a financé l'activité et le bailleur de fonds ou l'organisation de mise en œuvre est encore plus mise en lumière que l'action qui est menée sur le terrain, d'où le sentiment justement de colonisation qui revient vers les gens. On vient nous appuyer, on vient nous imposer des idées qui viennent d'ailleurs, alors que l'idée, c'est de vraiment voir comment permettre à ces personnes de rester ancrées dans leur terroir, avec leurs valeurs, mais d'être ouverts au monde et d'être ouverts à des valeurs beaucoup plus universalistes. Et ça, c'est une difficulté qui est là. Et je pense que l'un des enjeux aussi, c'est comment travailler sur le terrain pour que l'aide qui arrive aujourd'hui ne soit pas perçue comme un découragement des communautés à aller vers la migration. Il faut que ça vienne comme quelque chose de désintéressé, qui vient aider des gens, qui vient soulager des communautés qui sont dans des difficultés et non une réponse à comment nous pouvons gérer la question de la migration. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et je pense également qu'aujourd'hui, l'aide, en tout cas la grande majorité de l'aide qui vient est militaire. Aujourd'hui, l'argent, les ressources injectées dans la réponse militaire aux enjeux au Sahel est beaucoup plus supérieur à ce qui est éjecté dans la réponse au développement et toutes ces questions, alors que c'est lié. Et de plus en plus, les études démontrent qu'en développant cette zone-là, nous pouvons espérer à une normalisation du contexte sécuritaire, nous pouvons espérer à un retour à la stabilité. Et je pense que la question se pose aujourd'hui, est-ce que des sitôt, on va aller justement vers plus de ressources pour le développement, moins pour la réponse militaire qui, je l'avoue, est en train de montrer ses limites dans le contexte du Sahel, justement. Merci beaucoup, Maïmouna. Je pense que nous avons fait le tour de ce panel et je tiens une fois encore à vous remercier vraiment pour vos différents points de vue très complémentaires, très enrichissants, qui nous ont permis d'avoir effectivement un portrait assez diversifié de la problématique, des enjeux humanitaires, éducatifs, sécuritaires et socio-économiques aussi de la région du Sahel. François? Merci, merci beaucoup, Destiny, pour d'avoir jonglé avec les petits soucis technologiques et on est bien content que tout le monde soit de retour. Merci pour la conversation extrêmement intéressante où je retiens que on est un peu dans une balance entre l'optimisme et le pessimisme selon ce qui est considéré comme peut-être une priorité. Évidemment, les priorités sont variables selon les analyses. Et on est encore à cette triangulation qui est propre un peu à la grande région de l'Afrique de l'Ouest entre la sécurité, l'humanitaire et le développement. Toujours en mouvement. Est-ce que la sécurité à tout prix doit absolument être un élément fondateur du développement? Quel est le rôle de l'acteur humanitaire à l'intérieur de cette équation-là et comment justement s'assurer qu'il y a une transition entre l'urgence à proprement parler des populations en déplacement et des enjeux comme le soulignait Marie-Nathalie sur les enjeux identitaires notamment, toujours aussi en mouvement, à considérer une région extrêmement complexe qui évidemment nous a permis, en tout cas, cette heure et demie nous a clairement permis d'y voir un peu plus clair, même si on en reste un peu, on en aurait pris encore plusieurs heures, étant donné la complexité de la région et la complexité des facteurs qui influencent sur le développement, souhaitons-le, positif dans la région. Une chose est sûre, en tout cas,
c'est qu'il y a encore beaucoup à faire pour que la stabilité, une certaine stabilité soit là. Comme le disait Bruno, encore beaucoup d'interférences d'agents extérieurs également, et on le sait, beaucoup d'intérêts miniers, on l'a entendu aussi. Bref, une conversation extrêmement intéressante et je pense qu'on a atteint un des objectifs principaux des rendez-vous Gérin-Lajoie aujourd'hui. Ça, c'est clair. C'est l'enjeu d'interdisciplinarité, peu importe là, comment on le nomme ou quelle définition on lui donne. Les courants d'analyse, que ce soit la sociologie, les enjeux de sécurité, les enjeux de développement, on les voyait tous émerger. Et évidemment, étant donné cette complexité de facteurs-là, les analyses multifactorielles c'est nécessaire pour y voir un peu plus clair et aider la prise de décision, que ce soit des organisations de développement ou des gouvernements sur place. Donc, personnellement, j'ai beaucoup appris. C'est une région aussi que je connais assez bien, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection pour y avoir moi-même travaillé et séjourné souvent. Et j'ai énormément appris de ce que vous nous avez transposé aujourd'hui. Alors, je remercie également tous les participants dans la salle. On est encore 75 personnes. Au plus fort, on avait dépassé 110 tout à l'heure. Alors, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à écouter. Donc, Destiny, Bruno, Zakaria, Maïmouna, Marie-Nathalie, pour vos propos éclairants, vos dialogues et le respect de l'horloge aussi. On va terminer à l'heure pile, alors je l'apprécie énormément. Et je vous invite en terminant, et je vous rappelle surtout que, juste comme on l'a mentionné d'ailleurs tout à l'heure, la prochaine table ronde webinaire de Rendez-vous Gérin-Lajoie aura lieu demain à 10h30 sur l'impact de la pandémie, sur effectivement les différents modèles d'éducation, où Patrick Charland sera effectivement de retour, mais vraiment sur les enjeux d'éducation. Et on fera cette conversation notamment avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui est un partenaire demain pour le webinaire sur les enjeux d'éducation. Alors, Marie-Nathalie, Bruno, Destiné, Maïmouna et Zakaria, merci grandement pour cette conversation extrêmement appréciée. Et on se redonne rendez-vous parce qu'effectivement, c'est un contexte qui est loin, qui a encore beaucoup, en fait, beaucoup de questions à répondre et beaucoup de recherches à faire. Alors, merci beaucoup d'y avoir contribué. Au revoir tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne journée et bonne soirée.